D'ici la fin de cette vidéo, je vais tenter de répondre à deux questions d'actualité. La première, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur d'une cigarette électronique et par extension, comment fonctionne-t-elle? Et la seconde, une fois qu'on aura décortiqué une cigarette électronique jetable, comme celle-ci, qu'est-ce qu'on pourra en conclure d'un point de vue écologique? Alors déjà, je dois avouer que n'étant pas fumeur, l'univers de la cigarette, qu'elle soit électronique ou pas, n'a jamais présenté de réel intérêt pour moi, mais je dois avouer que le succès populaire grandissant de la cigarette électronique a fini par attiser ma curiosité. Alors je précise au passage qu'il ne sera nullement question d'avoir un quelconque jugement sur la fonction de la cigarette électronique dans notre société. Je pense même que si certains ont pu arrêter de fumer du tabac grâce à elle, tant mieux pour eux. Donc là, on va plutôt se focaliser sur leur composition, parce que bizarrement, on peut trouver des tas d'articles et de vidéos qui parlent de cigarettes électroniques, mais rares sont ceux qui s'attardent réellement sur les détails de leur anatomie. Et pourtant, si on prend par exemple le cas des jetables, qui sont des produits que l'on ne consomme que sur une période de quelques jours, il y a quand même de quoi se poser des questions quant à leurs composants. Alors la cigarette électronique que voici m'a été envoyée par Serge de la page Facebook La Tribune du Vapoteur. Celle-ci est a priori défectueuse, elle se charge bien mais l'atomiseur ne réagit plus. Ça nous permettra de voir si c'est facilement réparable ou pas. Et je me suis également procuré ces deux jetables neuves. Ça se trouve très facilement, notamment sur Amazon, et d'ailleurs il n'a été nullement besoin de justifier le fait qu'on est majeur, ce qui est à mon sens un véritable problème, d'autant plus qu'elle cible plus précisément les jeunes. Oui, parce que je rappelle qu'en France il est officiellement interdit de vendre des produits de vapotage aux mineurs de moins de 18 ans, et je suppose que c'est probablement la même chose dans la plupart des autres pays. En tout cas, celle-ci était vendue autour de 9 €, et celle-là 5. Bref, regardons tout ça de plus près et je vais commencer par vous expliquer le principe de fonctionnement d'une cigarette électronique. Alors comme vous allez le constater, le principe est assez basique puisqu'il consiste simplement à envoyer une certaine quantité de courant à travers une résistance chauffante. Cette résistance se trouve dans un petit réservoir et est entourée d'une mèche en coton imbibée de liquide parfumé spécifique qui est une solution visqueuse avec ou sans nicotine. En chauffant rapidement, la résistance va provoquer le changement d'état du liquide, c'est-à-dire sa vaporisation. La vapeur est alors aspirée par le fumeur en passant à travers un conduit prévu à cet effet. Le boîtier est composé d'une batterie au lithium rechargeable via une prise USB et généralement de 3 boutons, 2 pour régler la puissance selon la résistance installée et 1 pour provoquer la vaporisation du liquide. Certains modèles provoquent une vaporisation automatique sans avoir besoin de boutons. Il suffit de poser les lèvres sur le drip tip et d'aspirer. Dans ce que j'ai pu en lire chez les vapoteurs, il est mentionné que, statistiquement, 1 ml de liquide représente environ 300 bouffées de vapeur, donc 300 puffs, et qu'un petit vapoteur consommerait environ 1 ml par jour. Il est aussi dit qu'un vapoteur modéré consomme quotidiennement entre 2 et 3 ml de liquide, et qu'un vapoteur grand consommateur de vapeur se situe plutôt lui entre 4 et 5 ml, ce qui revient à tirer entre 1200 et 1500 puffs par jour. Alors bien entendu, ce sont des statistiques, donc ça varie forcément d'un vapoteur à l'autre, mais la plupart des sites spécialisés sur lesquels j'ai fait mes recherches sont d'accord sur ces statistiques-là, donc ça pose au moins les bases. Très bien, donc avant de s'attarder sur les cigarettes jetables, on va rapidement analyser l'électronique d'une de ces boxes qui sont toutes basées sur le même principe. Alors pour pouvoir faire coulisser le circuit, on n'a pas vraiment d'autre choix que de dessouder les fils rouges et noirs reliés à la base sur laquelle se visse la résistance. Je m'attendais à avoir une batterie 18650 de 3000 mAh, mais là on est plutôt sur de la 23600 de 11,1 Wh, donc également 3000 mAh. La résistance contenue dans le cléromiseur en ma possession est donnée pour 1,6 ohm, on est plutôt là au-dessus de 1,7 selon mon multimètre, mais ça va, c'est tolérable. Alors j'ai dessoudé temporairement la batterie parce que quelque chose me dit qu'elle est défaillante et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Et pour rappel, ces deux fils sont reliés à la résistance chauffante côté atomiseur. Je vais passer en revue l'essentiel des composants pour vous expliquer leur fonction et si on regarde derrière l'écran LCD, on y trouve le microcontrôleur qui gère l'ensemble du système. Par contre, cette référence M182 est complètement claquée au sol parce qu'il ne s'agit pas du tout d'une référence constructeur, donc ils l'ont volontairement masquée, mais c'est pas grave, j'ai pas prévu de faire d'ingénierie inverse cette fois.
Alors après avoir retiré la batterie de 3,7 volts, j'ai mis le circuit sous tension via le port USB-C, et si on mesure la tension envoyée à ces bornes, il y a bien 4,2 volts qui est la tension requise pour recharger la batterie, donc à ce niveau, rien d'anormal. Toujours alimenté uniquement depuis l'USB-C, la puissance disponible sur ce modèle va de 1 W à 80 watts. Alors après avoir reçu la box de la part de Serge, je l'ai mise à charger, et au bout de 12 heures, je me suis rendu compte que le symbole de chargement sur l'écran LCD était toujours en train de cycler, et qu'il n'y avait que 4 barrettes sur 5. Et au bout de 12 heures, il y a quelque chose qui n'est pas normal, soit au niveau de la batterie, soit au niveau du BMS. D'autant plus que malgré les 4 barrettes, la box ne s'allumait toujours pas. Et ce qui me fait dire que la cause est plutôt du côté de la batterie, c'est parce que j'ai fait le test en la remplaçant par cette batterie carrée au lithium de 700 mAh que j'avais sous la main. Oui, parce que j'avais pas de 18650. Et le circuit s'est comporté comme prévu, c'est-à-dire qu'il a d'abord cherché à déterminer sa capacité, et au bout de quelques secondes, il s'est mis à la recharger, et elle en avait grandement besoin parce qu'elle était vide. C'est un comportement qui ne s'était pas produit avec la 23600 d'origine. Alors, c'est pas exceptionnel qu'une batterie au lithium comme celle-ci ne fasse subitement plus son boulot, surtout au bout de plusieurs années et avec un grand nombre de cycles de recharge dans les pattes. D'ailleurs, Serge m'a dit l'avoir utilisé pendant longtemps. Voilà, c'est à partir de ce moment-là que la recharge a commencé. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que la batterie ne soit pas plus facile à remplacer pour les gens qui n'y connaissent pas grand-chose ou pour ceux qui ne sont pas équipés. Parce que comme vous l'avez vu, c'est pas à la portée de tout le monde. Alors en fait, une cigarette électronique de ce type est basée sur le principe d'un convertisseur buck synchrone, capable de produire en sortie une tension régulée inférieure à sa tension d'entrée et pouvant fournir des courants élevés tout en minimisant la perte de puissance. Donc si on observe ça de plus près, on retrouve en effet les composants nécessaires pour concevoir ce type de système. On a ici un chip IP2312 qui est le cœur de ce convertisseur buck, mais qui fait aussi office de contrôleur capable de monitorer et recharger une batterie lithium à cellule unique. Alors par contre, comme tous les autres composants de ce circuit, il est d'origine chinoise et d'ailleurs il n'existe même pas de datasheet dans une autre langue. Voici également 4 MOSFET de puissance à canal N, aussi 100% chinois. J'ai pas vraiment pris le temps de chercher à savoir pourquoi ils en utilisent 4, sachant que dans un convertisseur buck synchrone, 2 suffisent. Côté résistance, cette fois, il y a toute l'électronique de puissance qui va permettre de lui envoyer de forts courants pour des tensions régulées entre 1,5 et 2,5 volts. Donc il y a évidemment beaucoup de gros condensateurs céramiques, quelques diodes et MOSFET, et également 4 semi-conducteurs qu'on voit à l'image, présentés apparemment sous la forme de chip scale package, donc avec leur puce retournée, mais que je n'ai pas pu identifier par manque de datasheet. Et sur la face avant, on retrouve le port USB-C et les 2 boutons pour régler la puissance, et il y en a un troisième juste au milieu mais qui n'apparaît étonnamment pas pour l'utilisateur. Donc si on revient quelques secondes sur le microcontrôleur ici en boîtier LQFP de 48 broches, il y a de fortes chances pour que ce soit une version chinoise équivalente à la série NUC220 ou NUC200 de Nuvoton, qui est basée sur une architecture 32 bits ARM Cortex M0. Il semblerait qu'il soit en effet fréquemment utilisé pour gérer ces appareils. Je note aussi la présence de cette puce très importante à proximité du bouton qui injecte le courant dans la résistance. C'est un FD2204 dont je n'ai pu me procurer le datasheet qu'en chinois et il sert de commande de grille haute vitesse pour piloter les MOSFET à canal N dans une configuration en demi-pont. Bon voilà, inutile de passer plus de temps sur cette analyse, il n'y a rien de révolutionnaire non plus, donc je pense qu'on peut passer à la suite. Ok, donc maintenant qu'on en a terminé avec la cigarette rechargeable qui peut s'utiliser quotidiennement sur de longues périodes, passons à la cigarette jetable qui, elle, a été conçue pour être consommée en quelques jours. Une cigarette jetable comme celle qui se trouve dans cette boîte contient 2 ml de liquide, alors que dans celle-ci, il n'y en a qu'un seul. Ce qui sous-entend que pour un petit vapoteur, il lui faudra 2 jours pour consommer celle-là et à peine un seul pour celle-ci. Et donc, une fois qu'elle sera vide de liquide, il n'y aura plus qu'à la jeter, avec tout ce qu'elle contient, puisqu'elle n'est pas du tout prévue pour être démontée. Donc maintenant, je vais décortiquer ces 2 cigarettes et on va analyser leur anatomie. Alors déjà, je remarque que cette étiquette est erronée car ce produit ne contient en principe pas de nicotine. Je vais quand même jeter un œil sur la notice pour voir ce qu'ils en disent. Donc oui, il est confirmé qu'il n'y a ni goudron, ni nicotine, ni poison, et que la capacité de la batterie est de 450 mAh et que la cartouche contient 2 ml de liquide. Et au passage, il précise que ça ne convient pas aux moins de 18 ans. Il aurait été plus juste de dire que c'est interdit à l'usage pour les moins de 18 ans. Celle-ci est donc aromatisée à la fraise. Et en grattant la surface, je constate que le cylindre est métallique, ce qui m'aurait un petit peu inquiété s'il en avait été autrement. Et elle est fonctionnelle dès la toute première puff. Alors, avant d'entamer sa dissection, je vais faire un cliché numérique au rayon X pour voir l'état de ses entrailles en sortie d'usine.
Bon, on peut déjà mentionner la simplicité de la chose. Électroniquement parlant, je ne vois que 3 éléments. On a ici la résistance qui n'est faite que d'un fil enroulé formant plusieurs tours. On a ensuite ici la connexion entre la résistance et la batterie. Ensuite ici la batterie. Et pour finir, on a un dernier élément ici, sans doute un capteur qu'on analysera dans un instant. En tout cas, ça ressemble à une batterie au lithium. Et pour ce qui est de la mèche imbibée de liquide, elle est ici et emprisonne la partie chauffante de la résistance. Donc pour l'ouvrir, vu que ça n'est pas du tout prévu pour ça, je dois y aller à la pince. Et juste derrière le drip tip que je viens de retirer, il y a un premier élément qui doit faire office de filtre. Maintenant, je retire l'embout de l'autre côté, et là, forcément, il y a du fil. Et pour extraire le contenu du tube sans rien endommager, le mieux est encore de faire comme ça. Cette pièce-là est le bouchon du réservoir qui sert aussi de guide pour la vapeur et le tube est désormais vide. Voilà donc tout ce que contient cette cigarette jetable à 9 €. Un réservoir avec une résistance filaire au centre, une batterie au lithium et un capteur. Observons tout ça de plus près. Vous voyez la résistance tout au fond. Je retire le réservoir tampon contenant les 2000 litres de liquide. On ne le distinguait pas très bien au rayon X, mais le fil est enroulé autour de la mèche qui fait partie du tampon, et c'est à ce niveau-là que se produit la vaporisation. Concernant la batterie, elle produit sans surprise une tension de 3,7 volts et sa capacité est de 450 mAh. Et on va pouvoir maintenant s'intéresser à la nature de ce capteur qui visuellement ressemble tellement à un micro électrique qu'au premier coup d'œil j'ai cru que c'en était un, et j'aurais trouvé ça un peu bizarre, mais il s'agit en fait d'un capteur de pression. Et vous pouvez voir ici que même en ayant extrait tout le système du tube, il est toujours fonctionnel. Ça peut être intéressant d'analyser de quoi est constitué ce capteur de pression, donc une petite dissection s'impose. Et en fait, il n'y a que 3 composants CMS à l'intérieur, à savoir un circuit intégré, un condensateur céramique et une LED située de l'autre côté. Alors, n'ayant trouvé absolument aucune référence sur cette puce qui doit sortir d'un fabricant chinois inconnu, j'aurais du mal à affirmer si ce capteur est capacitif, piézo-résistif ou autre. Quoi qu'il en soit, son travail est de convertir en signal électrique utile la déviation du diaphragme interne due à une chute de pression. Et le diaphragme en question est ce film qui a été déchiré dans l'opération de dissection. Allez, on passe rapidement à la seconde cigarette jetable, et si je dis rapidement, c'est parce qu'en fait il ne va rien y avoir de nouveau par rapport à celle que je viens de décortiquer. En fait, vu que celle-ci coûte 2 fois moins cher que la précédente, son contenu va d'ailleurs être encore plus cheap. Là par exemple, comme vous le voyez, le tampon n'est même pas dans un réservoir, il est directement à même le tube. Pour le reste, c'est du déjà vu, la batterie est plus fine et sans doute de capacité moindre puisqu'il n'y a qu'un seul millilitre. Bref, tout est là. Une batterie de 280 mAh, et exactement le même capteur de chute de pression. Voilà, donc là, on est face à une aberration absolue. Comme vous l'avez vu, ces cigarettes électroniques jetables contiennent toutes une batterie au lithium-ion de 3,7 volts. Et contrairement aux piles électriques primaires, elles ont la particularité de pouvoir être rechargées et réutilisées plusieurs centaines de fois. Or là, elle est chargée une première fois avant d'être assemblée dans la cigarette, puis elle va se retrouver entre les mains du consommateur qui va l'utiliser et donc vider sa batterie, puis la jeter, et la batterie deviendra alors un déchet au lithium de plus. Et vous savez quoi? À ce stade, je pense qu'il serait très intéressant que vous puissiez voir de quoi sont constituées ces batteries au lithium-ion. Ça risque de vous surprendre. Donc, je vais disséquer pour vous les 2 batteries que je viens de récupérer là, en prenant toutes les précautions qui s'imposent, étant donné que c'est une manipulation qui n'est pas sans risque, et d'ailleurs, je vous déconseille très fortement de refaire ça chez vous. Et avant tout, il est donc primordial de faire en sorte qu'elle soit totalement vide, et que sa tension soit quasiment nulle lorsqu'elle est soumise à une charge. Pour ce faire, je vais utiliser ma charge électronique Siglent en courant constant à 450 mA, et si cette batterie tient ses promesses, elle ne sera vide qu'au bout d'1 heure. Je démarre la charge, la tension initiale est autour de 3,9 volts, mais va très lentement mais inexorablement chuter. Et environ 55 minutes plus tard, on est à 0 volts. La charge est toujours active, donc je la relâche. La tension remonte comme il se doit, mais se stabilisera autour de 0,6 volts au bout de quelques secondes. Cette batterie est vide et prête à être disséquée, et évidemment, je vais refaire la manip avec la seconde. Voilà, les 2 batteries sont prêtes, je vais pouvoir passer la dissection et je vais faire ça dans un local très aéré. Mais bon, comme elles ne renferment quasiment plus d'énergie, il ne devrait pas se produire de réaction chimique indésirable, mais il vaut mieux rester prudent.
Alors, je commence par celle qui a une capacité de 280 mAh. Il faut savoir qu'une batterie lithium-ion est composée de 4 principaux éléments, dont une électrode positive appelée cathode et d'une électrode négative appelée anode. La cathode est faite d'un oxyde métallique très pur, lithium, cobalt, manganèse, tandis que l'anode est constituée de carbone, graphite. Et c'est justement l'anode que je suis en train de déployer là. Il s'agit d'une fine feuille de cuivre enduite de chaque côté de carbone à structure feuilletée. L'espace entre la cathode et l'anode est rempli avec un électrolyte très pur et dépourvu d'eau qui est une substance permettant aux ions lithium de passer librement de la cathode à l'anode. La membrane blanche que je déploie maintenant s'appelle le séparateur qui permet d'éviter un court-circuit entre les deux électrodes car il est perméable aux minuscules ions lithium. Et ceci n'est autre que la cathode qui est une feuille d'aluminium de quelques microns d'épaisseur enduite de cette poudre dont la composition chimique est détaillée dans ce tableau. Et voici ce qu'on peut voir lorsqu'on observe cette poudre au microscope électronique à balayage. Maintenant un rapide coup d'œil à l'autre batterie, celle de 450 mAh, vous allez voir que la structure est strictement identique, par contre ce qui ne l'est pas, c'est la longueur de chaque élément. Regardez par exemple son anode. Alors tout ça est très logique puisque sa capacité est quasiment le double, mais ça sous-entend donc que plus la capacité d'une de ces batteries est grande et plus il faudra de matériaux et d'éléments chimiques pour la constituer. Voilà donc en résumé, ces batteries conçues à partir de métaux rares et qui sont à la base faites pour tenir un certain nombre de cycles de charge et décharge, n'en feront qu'un seul et puis seront jetées. En dehors de cette batterie au lithium, les déchets que représente le reste des composants est relativement négligeable, mais c'est l'accumulation des matériaux et de leurs éléments chimiques qui constituent toutes ces cigarettes électroniques jetables qui est un véritable drame écologique. Il faudrait déjà commencer par interdire ces inepties à la vente. D'autant plus qu'elles sont vendues finalement très cher par rapport à ce que c'est. Il n'y en a même pas pour 1 euro de matériaux et de composants à l'intérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo fera un peu réfléchir les gens sur l'existence de ces cigarettes électroniques jetables. En fait, c'est un peu comme tout, si on arrête de les acheter, les fabricants finiront par arrêter de les produire étant donné que ça ne se vendra plus. Allez, on se retrouvera dans quelques semaines pour un nouvel épisode sur un tout autre sujet. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.